Aujourd'hui, je vais vous présenter la 2 chevaux des claviers, un monument historique vendu à des millions d'exemplaires et qui a établi des standards encore utilisés en 2023, soit à peu près 38 ans après sa sortie. Je vous parle bien entendu de l'IBM Model M. On va voir ensemble comment ce clavier a révolutionné le marché il y a 40 ans de cela et comment j'ai perdu pas mal d'argent à cause d'une simple erreur qui pourrait vous arriver si vous souhaitez vous aussi vous en procurer un. Mais avant ça, pardonnez-moi, mais je vais récupérer un peu de mon argent perdu avec le sponsor de la vidéo. Akogear.eu, c'est le site pour trouver des switches, des keycaps, des kits DIY, bref, tout ce qu'il faut pour faire un clavier custom, mais à des prix accessibles pour tous. Et si vous voulez un clavier déjà monté, c'est aussi possible, notamment avec le nouveau Mondsgeek M1 HE, qui est un clavier à switch magnétique comme le Wooting 60 que j'ai review il y a quelques temps. Et n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description ainsi que le code CTC pour profiter de 10% de réduction. De son premier nom, l'IBM Enhanced PC Keyboard a été mis au point en 1984 et il est réellement devenu populaire quand il a été inclus avec l'IBM PS2, le tout nouvel ordinateur de la marque IBM sorti en 1985, et le nom PS2 ou PS2 en français vous dit certainement quelque chose. Alors non, pas ça, non, je vous parle du connecteur PS2 que vous avez tous connu si vous avez à peu près mon âge, les connecteurs de clavier de l'époque. Eh bien c'est IBM qui a introduit ce type de connecteur avec leur ordinateur PS2 et donc avec ce modèle M. Et c'est aussi ce clavier qui a mis en place le layout de touches que l'on connaît aujourd'hui. Et oui, parce que on trouve ça normal que le shift soit ici ou que le retour arrière soit là, sauf que tout ça en 1985, ce n'était pas la norme. Chaque fabricant faisait son propre layout et d'un clavier à l'autre, ça pouvait complètement changer. Mais ce modèle M a été un tel succès que tout le monde s'est mis à le copier, et c'est pour cela qu'on retrouve encore aujourd'hui ce layout mis en place il y a bientôt 40 ans. Alors il y a eu plein de versions différentes du modèle M. Le Space Saving Keyboard qui n'avait pas de pavé numérique, le M2 plus petit, plus léger et surtout moins cher, le M5 qui avait une trackball, et ça je suis peut-être fou, mais je trouve ça trop bien d'avoir une trackball sur un clavier et j'aimerais trop l'essayer. Vous aviez aussi le M13 qui lui avait un tout petit joystick rouge au milieu des touches pour bouger la souris. Et c'est marrant parce que ça me rappelle quelque chose. Il y avait aussi le M122 qui est juste un modèle M avec plus de touches. Et enfin le M15 qui lui était un clavier split ergonomique. Bon, apparemment il y en a eu très peu de produits, donc il est assez rare et il se vend 800-900 € sur eBay. Mais aujourd'hui je ne vais vous parler que du modèle M standard, ce qui ne veut pas dire que ça va être simple parce que lui-même a connu beaucoup de versions pendant ses 40 ans de production. Et c'est justement là où vous pouvez faire une erreur lors de votre achat. Et la première chose importante à savoir, c'est que chaque modèle M possède une étiquette à l'arrière qui vous indique les informations importantes sur votre unité, notamment le modèle précis et l'année de fabrication. Il faut savoir qu'il y a eu en gros 5 générations de modèle M. La première, qui est en fait appelée génération 0, concerne les modèles produits avant même la sortie de l'IBM PS2. Vous pouvez les reconnaître facilement avec leur badge noir et leur peinture grise industrielle. Autant vous dire qu'ils sont très rares, donc si vous en avez un, prenez-en soin ou vendez-le. Ensuite, vous avez la première génération, qui a été vendue jusqu'en 1987 et qui possédait cette fois un badge carré argenté ainsi qu'un câble noir PS2 enroulé et détachable. La deuxième génération est de loin la plus connue, avec un changement au niveau du badge qui devient ovale ainsi que le câble qui est cette fois gris mais toujours enroulé et détachable. On arrive en 1991 et IBM décide de se séparer de sa branche clavier et la revend à Lexmark qui va continuer de les produire jusqu'en 1996. On parlera alors de la troisième génération de modèle M. Celle-ci est reconnaissable par son badge avec les lettres IBM écrites en bleu, l'arrivée d'un câble non enroulé et non détachable, des légendes de touches monochromes et une bonne amélioration cette fois, l'ajout d'un système de drainage au cas où du liquide se retrouverait dans le clavier. Et malheureusement, en 1996, tout s'arrête. Le marché des claviers mécaniques s'est fait écraser par l'arrivée des claviers à membrane et Lexmark décide d'arrêter la production du modèle M. Mais tout n'est pas perdu puisque des employés décident d'acheter les droits de fabrication ainsi que les outils et fondent l'entreprise Unicomp qui se met à fabriquer des modèles M et ce, encore aujourd'hui. Ces nouveaux modèles M baptisés New Model M ont reçu quelques changements, notamment une réduction de poids parce qu'un modèle M original c'était entre 1,5 et plus de 2 kg. Alors moi ça me fait rire quand je vois que c'est standard aujourd'hui pour un custom,
mais là on parle quand même d'un clavier en plastique de 2 kg. Ces New Model M abandonnent enfin le câble PS2 pour un câble USB, mais aussi ils se mettent à avoir des touches Windows. Et oui, parce que IBM et Lexmark n'ont jamais ajouté ces touches Windows. Alors c'était peut-être par peur de Microsoft, qui à la base n'était qu'un petit concurrent, mais qui a quand même fini par les écraser. Maintenant vous savez parfaitement reconnaître n'importe quelle version du Model M. C'est faux. Parce qu'en fait, tous les changements que je viens de vous citer et qui ont lieu sur des dizaines d'années, ils n'ont pas toujours été mis en place sur chaque clavier au même moment. Ce qui veut dire que vous pouvez avoir un Model M de 3e génération avec un numéro de modèle qui comporte une lettre, mais un câble détachable et enroulé, alors que normalement la 3e génération ne devait pas en avoir. Donc, quoi qu'il arrive, si vous souhaitez acheter un IBM Model M, il faut absolument regarder le numéro de modèle et le taper sur Google. Vous aurez toutes les informations sur cette unité, notamment la plus importante, le type de switch. Et oui, si l'IBM Model M s'est vendu à des millions d'exemplaires durant près de 40 ans, c'est en grande partie grâce à son mécanisme appelé Buckling Spring. Alors ça ressemble à nos switches mécaniques d'aujourd'hui puisque c'est un ressort qui s'enfonce lorsqu'on appuie sur la touche, sauf que là, il se plie jusqu'à appliquer une pression sur une petite plaque qui elle-même va appuyer sur une membrane. Et oui, l'IBM Model M est un clavier membranaire. Alors même si en termes de sensation et de bruit, il est beaucoup plus proche d'un clavier mécanique, mais c'est un clavier membranaire. Mais attention, il faut savoir que tous les Model M ne possèdent pas ce système de Buckling Spring. Au fil des années, de plus en plus d'unités ont été produites avec des dômes membranaires. Et c'est finalement ça que nous on appelle clavier membranaire. Et c'est pour cela qu'il faut absolument regarder le numéro de modèle avant d'acheter un IBM Model M, puisque c'est le seul moyen d'être sûr qu'il possède des Buckling Spring et pas des dômes membranaires nuls. Ce serait quand même dommage de mettre plus de 100 € dans le vent. Je pense que vous avez saisi le titre de la vidéo. J'ai acheté un IBM Model M 120 € avec des dômes membranaires. Et le pire, c'est que je me suis renseigné avant, je savais tout ce que je viens de vous dire. Mais à force de regarder plein d'annonces sur le Bon Coin, à un moment, j'ai vu celui-ci, j'ai vu la photo de l'étiquette, j'ai vu 1985. Alors pour ma défense, sur l'annonce, l'étiquette était à l'envers. Donc j'ai eu un petit peu de mal, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai vu 1985, sauf que j'ai cru que c'était l'année de fabrication du clavier, alors que c'est juste l'année de création légale de la marque Lexmark International. Le clavier, lui, a été fabriqué en 1995, donc pas du tout les mêmes modèles. Et de toute façon, j'aurais dû faire ce que je vous dis depuis tout à l'heure, vérifier le numéro de modèle. Ça m'aurait pris 10 secondes et j'aurais été sûr que c'était un clavier Buckling Spring et pas un membranaire. Je vous avoue que je suis extrêmement déçu parce que j'étais vraiment trop content de tester une nouvelle expérience de frappe pour moi. Et oui, hein, là c'est un membranaire qui est pas trop mauvais, peut-être même le meilleur membranaire que j'ai pu essayer, parce qu'il y a un gros retour tactile, mais à mon avis ça n'a rien à voir avec les Buckling Spring. Alors je termine quand même avec quelques faits intéressants sur le Model M, et notamment ses deux plus gros défauts si jamais vous souhaitez en faire l'acquisition. Il faut savoir que les switches, ils sont tenus par une plate qui est elle-même accrochée à la backplate avec des rivets en plastique. Ce qui veut dire qu'au bout de 40 ans, ça arrive que certains cassent, et si c'est le cas, vous devrez réaliser ce qu'on appelle un screw mode, en fait en remplaçant les rivets en plastique par des vis. Je n'ai pas regardé en détail, mais à mon avis, c'est pas très marrant à faire. Il faut aussi savoir que comme le Model M est un clavier membranaire, hein, que ce soit avec des dômes ou des Buckling Spring, c'est un clavier membranaire, eh bien il est limité à un key rollover de 2. Je rappelle que le key rollover, c'est le nombre de touches sur lesquelles vous pouvez appuyer en même temps. Donc là, si vous appuyez sur 2 touches, ça marche, mais si vous essayez de presser une 3e, elle ne sera pas enregistrée par le PC. Donc autant vous dire que pour la quasi-totalité des jeux, c'est impossible d'utiliser un IBM Model M. Et le dernier point que je trouvais super intéressant, c'est au niveau des keycaps. Déjà, il faut savoir que la plupart des Model M avaient un système de double keycap. En fait, il y avait une touche et par-dessus un capuchon vide, ce qui permettait de très facilement customiser son clavier en mettant les légendes où l'on veut et probablement aussi faciliter la production de différents layouts pour chaque langue. Alors évidemment, vu que moi j'ai un modèle de mort, j'ai pas le système de double keycap, donc je peux pas vous le montrer. Mais là, certains vont me dire, attends, mais on peut pas placer une touche d'une ligne sur une autre ligne, c'est pas le même profil, hein, on le sait maintenant, c'est du chéri, on peut pas. Bien si, et je trouve que la façon dont IBM a fait ça est génialissime. En fait, si vous regardez le clavier sur le côté, on pourrait penser que les touches ont un profil comme le chéri. Sauf que pas du tout.
chaque touche est exactement la même et c'est le clavier entier qui est courbé pour faciliter la frappe. Ce qui veut dire que vous pouvez mettre n'importe quelle touche sur n'importe quelle ligne et donc résoudre enfin le problème du AZERTY dans le custom. Ah bah non, en fait, c'était il y a 40 ans. Et je vais m'arrêter là-dessus, je préviens que je vais certainement faire une vidéo où je remets à neuf ce modèle M, qui est clairement dans son jus, j'avoue, ça m'embête un petit peu de le toucher. Et au vu des nombreux bruits internes, je pense qu'il peut y avoir des surprises à l'intérieur. Si jamais vous voulez aussi acheter un modèle M, il y en a très souvent sur le bon coin pour une centaine d'euros, faites juste attention au numéro de modèle. Et si vous en voulez un neuf, achetez-le chez Unicomp, ils sont apparemment très bien et ils sont vendus avec des buckling springs, évidemment. Merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine!